Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour retrouver notre criminologue préféré, Xavier Hofer, qui était l'invité de l'excellent média Omerta et qui va nous faire des révélations fracassantes, notamment sur le crime organisé en France. Mais juste avant de l'écouter, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Vous le savez, j'ai besoin de votre soutien dans cette censure qui me touche sur YouTube. On l'écoute et on en parle juste après. Uniquement des études sur le chiffrage et la réalité de la criminalité en France, qui n'est pas du tout ce que nous annoncent les mensonges officiels. C'est-à-dire que, par exemple, il y a quand même deux points qui sont extrêmement importants à souligner, et c'est pas de la maladresse. Les statisticiens de l'INSEE, dans chaque ministère, il y a un poste de l'INSEE qui fait les statistiques du ministère en question. Ceux du ministère de l'Intérieur sont fort compétents. Et donc, s'ils mentent, c'est qu'on leur demande de mentir. Exemple, depuis que les SAMU et la médecine d'urgence et les SMUR existent, le nombre d'homicides en France tend à stagner et à baisser, et naturellement, par principe des vases communicants, le nombre de tentatives d'homicide, c'est-à-dire les homicides ratés, lui, explose. C'est-à-dire qu'il y en a maintenant 3 fois plus que d'homicides. Pourquoi ? Parce qu'on sauve la vie de beaucoup plus de gens entre le moment où ils sont blessés gravement et puis la salle d'opération aux urgences. Mais ça, ce n'est pas reflété dans les statistiques officielles. Non. Il continue de publier uniquement les homicides réussis et pas ce qui explose. Deuxième exemple, le ministère de l'Intérieur ne publie que les cambriolages de domiciles privés, c'est-à-dire votre appartement, le mien, mais rien d'autre. Alors, il y a une infinité d'autres bâtiments qui sont cambriolables. Il y a les mairies, il y a les banques, il y a les commerces, il y a les boutiques, il y a les fermes, il y a les hangars agricoles, et tout ça est caché. Voilà. Donc, et bien entendu, depuis qu'il y a eu le confinement, ce qui augmente le plus, plus les gens sont chez eux et moins on peut les cambrioler, n'est-ce pas ? Parce que c'est quand même plus dur de cambrioler un appartement quand il y a des gens qui sont en train de casser la croûte à l'intérieur ou de dormir. Donc c'est naturellement les boutiques et tout le reste. Et ça, le ministère de l'Intérieur ne le publie pas. Donc il y a un mensonge à peu près systématique et... un chiffre, on ne va pas assommer les gens avec des chiffres. Le gouvernement nous dit, alors l'an dernier, il y a eu 218 000 cambriolages. Non, en réalité, quand on ajoute tout le reste, sauf les domiciles particuliers, plus le chiffre noir, les gens qui sont cambriolés mais qui ne préviennent pas la police parce que ça fait 3 fois et que leur assurance va les lâcher, etc. On en est en France à un cambriolage, une effraction par minute. Plus de 1400 par jour. Voilà, c'est ça qui... Cette statistique-là, une infraction par minute, elle n'est pas donnée par le ministère. Non. Monsieur Retailleau, qui n'est pas le pire, est venu une fois en disant, vous comprenez, il y a une infraction toutes les 3 minutes. Non, ça, c'est les domiciles privés. Alors, le pauvre, son ministère lui a sans doute menti à lui, elle lui a dit des sottises, mais voilà la réalité. Donc, nous restaurons le réel criminel pour tous ceux dans le monde politique, social, associatif que ça peut intéresser. Donc, vous m'envoyez un mail. L'adresse xraufr@gmail.com et on vous l'envoie à titre d'exemple pendant par exemple 6 mois, 1 an, gratos. D'accord, écoutez, ça sera, je pense que ça intéressera nos téléspectateurs. La réalité de la criminalité en France. Tout à fait. Alors on va parler criminalité, on va parler grand banditisme, crime organisé et en premier lieu trafic de drogue, puisque ça reste quand même le gros du panier, on va dire. Comme je disais en introduction, nous venons de terminer un documentaire qui va bientôt paraître la semaine prochaine sur l'application Omerta, sur la police municipale à Perpignan. Municipale, je précise. Bien sûr. Donc j'ai passé 3 jours et 3 nuits à les suivre. Premier constat, tout simple, 80% du quotidien des policiers municipaux dans une ville moyenne de France comme Perpignan est lié d'une façon ou d'une autre au trafic de drogue. Comment en est-on arrivé là ? Alors c'est simple, ça tient en 4 mots, politique de la ville. C'est-à-dire que depuis les années Mitterrand, les gouvernements successifs de la Ve République, alors gauche ou droite, tout pareil, se sont lancés dans une analyse complètement fautive, ont fait une dramatique erreur de diagnostic en expliquant que ce qui se passait dans les quartiers où ça s'agitait un peu au début
jusqu'à la situation présente, était due à des choses comme le racisme, la discrimination, etc., ce qui n'a absolument rien à voir, parce que les premières victimes des voyous, c'est naturellement ceux qui habitent à côté d'eux, donc issus des mêmes communautés qu'eux. Et donc, là aussi, il faut dire les choses précisément. Le 17 juillet 1983, le secrétaire général de l'Élysée, à l'époque, il est toujours de ce monde, Jean-Louis Bianco, écrit une note au président Mitterrand pour lui dire que dans la périphérie parisienne et dans la périphérie lyonnaise, il y a des jeunes qui s'agitent dans des municipalités, qui jettent des cailloux sur la police, qui ont des différends avec les forces de l'ordre, etc. Et il lui fait la liste des villes où ça se passe. À l'époque, il y en a 22. Au dernier comptage du secrétariat à la politique de la ville, fin 2024, il y en a pratiquement 1400. Alors, c'est l'échec le plus faramineux de toute la Ve République, à savoir que si vous envoyez votre petite dernière à l'hôpital et qu'elle a 38 et que vous la laissez une semaine et qu'elle a 40 et 5 dixièmes, on ne peut pas franchement baptiser ça un succès. C'est exactement ce qui s'est produit. Et donc, cette impéritie grave, le fait qu'on ait laissé des zones hors contrôle se développer sur les territoires français, explique le reste, explique les agressions contre la police, explique les émeutes, Naël et compagnie, parce que c'est là que ça se passe, et explique le trafic de stupéfiants. Vous savez, depuis le Moyen-Âge, on sait que quand on laisse une cour des miracles aux voyous, ils s'en servent pour faire des choses qu'ils ne peuvent pas faire ailleurs. C'est leur zone de repli, si vous voulez. Alors, on les a laissés proliférer sur le territoire français. En outre, à partir du moment où il est prévu qu'on ait les Jeux Olympiques, c'est-à-dire en gros 2020, pour les Jeux Olympiques de l'été 2024. À partir de ce moment-là, systématiquement, les migrants, les illégaux, les fameux mineurs non accompagnés sont balancés dans des villes moyennes ou des petites villes pour pas qu'on les voit tous sous le périphérique pendant qu'il y aura les Jeux Olympiques et que Paris sera la vitrine du monde. Résultat, ces trafics, parce que, je veux dire, c'est pas une question d'ethnie. Si jamais vous balancez un Suédois dans un trou en province où il n'a aucun moyen de vivre, au bout d'un moment, il va finir par dealer de la drogue parce qu'il n'a aucun autre moyen. Voilà. Ouais, bien sûr. Alors, le fait d'être d'une culture différente n'arrange pas les choses, mais je rappelle toujours ça parce qu'autrement, on dit oui, mais vous comprenez tout ça, de la discrimination. La pire crise criminelle aux États-Unis à la fin du 19e siècle, au début du 20e, c'est l'immigration irlandaise. Voilà. Oui. Encore. Il y avait une mafia d'ailleurs. Juste pour rire 2 minutes, à l'époque, il y avait ce qui existe encore en France aussi et qu'on appelle ça en argot parisien, vous savez, les paniers à salade, parce qu'à l'origine c'est du grillage. Alors on prend les types dans la rue, quand ils sont arrêtés ou qu'ils sont morts par terre ou blessés, on les met là-dedans et puis on les amène au poste. Eh bien, le panier à salade new-yorkais, depuis la fin du 19e siècle, s'appelle Paddy Wagon, le fourgon des Irlandais, parce qu'il y avait pratiquement que qu'on trouvait là-dedans, quoi. Voilà. Donc, c'est le fait d'envoyer des gens dans la verte, dans un pays dont ils ne parlent pas la langue, sans aucun moyen de gagner sa vie, sauf de faire des choses illicites. Il ne faut pas s'étonner qu'ils fassent des choses illicites. Alors, le trafic de stupéfiants, c'est ça, sa prolifération. Tout cela est voulu et tout cela est organisé. On a fait venir en France un peuple de remplacement pour nous les mettre dans les pattes. C'est extrêmement pratique et c'est quelque chose qui a souvent été utilisé dans l'histoire. Vous allez faire venir un autre peuple et vous allez les dresser contre le peuple autochtone et ainsi de suite. Déjà, ce peuple-là, il n'a pas à être chez nous. On n'a pas à en faire venir. Ensuite, sur le fameux plan à la ville, Karamba en karaté. Eh oui, ils se sont dit, les pauvres, ils n'ont rien. Et donc, c'est pour cela qu'ils foncent et qu'ils tombent dans le trafic de drogue. Et ça a encore raté. À ce propos, vous l'avez peut-être raté, mais le Sénat a voté une taxe supplémentaire. Souvenez-vous, pour payer les émeutes qu'on a eues il y a 2 ans. Eh bien oui, pas de chance. Vous allez payer, je vais payer pour les réparations. Ensuite, sur le trafic de drogue, vous ne pourrez jamais le mettre à 0. Par contre, vous pouvez quasiment le baisser au plus bas. L'explosion du trafic de drogue et également le nombre d'élus en France qui se font choper de manière régulière pour corruption, pour pot de vin, avec des trafiquants de drogue dans leur ville, n'arrête pas. Le dernier en date, à Marseille, où le frère d'un élu bien connu pour
Avoir des liaisons avec le crime organisé, eh bien, c'est fait abattre en centre-ville. Le trafic de drogue est un nouveau critère économique et de financement aussi pour des élus et j'en suis sûr pour des partis politiques. En plus, il y aurait des mesures toutes simples à faire. Déjà, les ports, on pourrait très facilement, surtout avec la technologie actuelle, surveiller les ports. Il suffirait aussi de fermer les frontières, bien sûr, et de contrôler qui rentre, qui sort. Ça permettrait d'avoir une baisse drastique, bien sûr, du trafic de drogue. Et ensuite, attaquer les têtes, les trafiquants, sur le plan fiscal. Ça permettrait de les faire tomber et ainsi de suite. Vous avez plein de mesures pour enriguer, bien sûr, ce phénomène. Mais il n'y a aucune volonté de le faire parce que cela rapporte trop d'argent. Et entre-temps, comme ils ont fait venir beaucoup trop de ce peuple de remplacement, c'est aussi un moyen pour eux d'avoir ce qu'on appelle la paix sociale. Vous allez les laisser faire leur trafic dans leur coin. Vous avez la paix parce que vous n'allez pas leur courir après. En vrai, on a vraiment tous les moyens pour les arrêter. Si demain il y a une vraie volonté, vous pouvez arrêter tout ce cirque autour du crime organisé en France. Regardez ce qu'a réussi à faire le Salvador, qui était le pays le plus dangereux du monde et qui a été récemment dans le classement des pays le plus sûrs au monde. En seulement 2 ans, un président a été capable de mettre tous les narcos, tous les trafiquants de son pays dans les prisons. Et il y a quelques jours, le gouvernement du Salvador a reçu une info comme quoi les trafiquants étaient en train de se réorganiser et prévoyaient une action. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a mobilisé tout simplement 1500 militaires à leur poursuite et cela, c'est également fini. Par contre, il faut être précis, le Salvador a pu le faire dans un état d'exception qui outrepasse bien sûr la justice, les droits de l'homme et toutes les règles démocratiques qui nous empêchent de faire ce qui est nécessaire. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost, prenez soin de vous, que Dieu vous protège, allez ciao.